Sur l'échelle de la détente, on est à combien là? On est à Zénitude max? zénitude, ouais, si ça va. Combien sur 10? 8, Pas mal, ça va. franchement. Ouais. Et la première interview qu'on a fait ensemble l'année dernière, t'étais à combien? Bah là, j'étais à 10 parce que c'était Tu après venais de la finir ta course. course, ouais. J'étais dans le mood Ouais, post-course défoncé. Bien, quoi. heureuse. Ok, cool. Petit clap? Ah non, Ah, vas-y. Ah non, fais-le, Non. fais-le. Non, vas-y, à toi l'honneur. Action. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Lucille Germain. Originaire des Vosges et savoyarde d'adoption désormais, Lucille a embrassé très jeune le sport et plus particulièrement le biathlon. Le trail a pris une place grandissante dans sa vie alors qu'elle décide de renoncer à son projet de haut niveau en biathlon. Très tôt identifiée par le team Sidas Matrix, tout juste naissant, Lucille connaît très vite des résultats probants sur les sentiers. Elle devient ainsi championne de France de course en montagne espoir dès 2019, avant de devenir vice-championne de France élite de trail, championne de France espoir et championne du monde par équipe de course en montagne. Lucille a ensuite continué à multiplier les belles performances avant qu'un problème de déficit énergétique, sur lequel elle mettra quelques mois à poser un diagnostic, ne vienne perturber une partie de son année 2022. À l'aune d'une saison 2023 entamée la fleur au fusil, Lucille connaît sa première véritable blessure au mois de juillet dernier. Elle doit alors mettre sous cloche ses projets sportifs, et notamment l'OCC, à laquelle elle avait déjà douloureusement renoncé l'année précédente. Le Grand Trail des Templiers, en octobre dernier, marque son grand retour sur les sentiers. Un retour fort en émotions et interrogations suite à sa blessure, alors qu'elle s'essaye pour la première fois sur un tel format de 80 km. Tous ces sujets, Lucille les évoque sans filtre avec moi dans ce nouvel épisode que j'ai pris un plaisir fou à enregistrer. Mais je ne vous en dis pas plus. Lucille va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, à la relance. Bonjour Lucille. Bonjour Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Ça va? Ça va bien, merci de m'accueillir dans ce podcast. Écoute, avec grand plaisir dans un lieu pour enregistrer des plus coquets. Atypique, ouais. Atypique, on va le dire. On est aujourd'hui à Annecy, hein, voilà, dans une chambre d'hôtel pour faire cette interview bien au calme. On est aujourd'hui le 6 novembre, tu le sais. Et tu sais aussi sûrement que le 6 novembre, c'est la date de naissance d'Adolphe Sax, qui est le célèbre inventeur du saxophone. Donc, j'ai une petite question sur le sujet pour démarrer l'épisode, évidemment, et une petite fourberie d'entrée de jeu. Femi Kuti, c'est un musicien célèbre qui est le fils de Fela Kuti, qui est une légende de l'afrobeat. Il a battu le record du monde de la plus longue note unique tenue sur un saxophone le 14 mai, il y a quelques années. Est-ce que tu saurais me dire combien de temps il peut tenir une seule note en saxophone à 5 minutes près? Déjà 5 minutes, ça te donne un peu une idée de l'échelle. Alors là, c'est une très bonne question. C'est impossible de savoir, hein, je te rassure, donc tu peux y aller au feeling. À 5 minutes près, tu dis? Ouais. 6 minutes? Et bah plus, c'est assez étonnant. 51 minutes et 35 secondes. Ah oui, j'en étais loin. Ouais, mais impossible à trouver. En fait, je t'explique, il utilise une méthode de respiration circulaire. Je sais pas si tu utilises ça quand tu fais de la course à pied. Parce que physiologiquement, il est impossible d'expirer et d'inspirer simultanément. Car l'homme ne possède qu'une seule trachée, elle ne fonctionne que dans un sens à la fois. Pourtant, certains instruments de musique, comme le didgeridoo, tu vois ce truc-là, c'est de bâton de bois là, australien, donc un peu aborigène. Voilà, ou certains métiers comme souffleur de verre nécessitent un flux continu d'air en provenance de la bouche. Et donc voilà, cette technique, elle est utilisée régulièrement dans la musique contemporaine, musique improvisée, et puis quelquefois dans le jazz, ce qui était le cas ici pour Femi Kuti. Toi, tu fais combien de kilomètres pendant ce temps-là sur du plat en 51 minutes? T'as le temps de faire 15 bandes pendant ce temps-là, non? Quasiment. Non, un peu moins quand même. Un peu moins. non, un peu moins. Mais c'est une très bonne question. Tu m'as pris au dépourvu là. Franchement, ouais, mais avec bienveillance, t'as vu? Ça va. Lucille, c'est la question d'ouverture traditionnelle du podcast. J'ai déjà eu le plaisir de te recevoir l'année dernière au moment des Templiers. Mais est-ce que tu voudrais bien, pour nos auditeurs, te représenter en quelques mots avec une contrainte? Tu ne peux pas me parler de sport. Lucille Germain, je suis originaire des Vosges et j'habite maintenant depuis quelques années à Beauzelle. J'ai 25 ans. J'ai fait des études dans le marketing et le management du sport. Diplômée?
diplômée récemment et j'ai aussi obtenu mon diplôme de monitrice de ski nordique l'année dernière. Donc c'est assez frais et plus d'études maintenant, c'est fini. Terminé. Terminus. Une passion secrète, ton petit péché mignon. La cuisine peut-être? Non, c'est un peu... Non, t'aimes bien ça? Si, j'adore cuisiner, ouais. Tu nous fais saliver sur Instagram à chaque fois avec tes belles recettes. Vous ne goûtez pas, mais ouais, par les images sûrement. Merci beaucoup Lucille. Pour revenir un peu plus à ta plus grande enfance, le sport, il avait quelle place dans ta jeunesse, dans ton enfance? Est-ce que c'était déjà très présent? Alors, le sport avait une grande place pendant mon enfance puisque je faisais du ski de fond. J'ai suivi les traces de ma grande sœur. J'en ai fait à haut niveau en biathlon. Et puis, par la suite, je me suis mise à faire du trail. Mais c'est vrai que le sport prend une grande place et je me verrais pas vivre sans le sport, en fait. Ta plus grande enfance, t'étais dehors dès que possible? Exactement, ouais. J'ai eu la chance d'habiter dans des endroits qui sont à côté de la montagne. Donc forcément, j'adorais être dehors, dans la nature en fait. Il y avait déjà cette idée un peu de se dépasser physiquement ou le simple fait de te balader, de profiter du paysage de façon un peu plus contemplative, c'était déjà en soi une chance? Ou t'étais plutôt pleine d'énergie? Ouais, je pense que j'étais une petite fille qui était pleine d'énergie et j'avais aussi l'esprit de compétitrice, donc j'adorais la compétition et même encore maintenant, c'est ce que je regrette, j'apprécie pas assez les paysages quand je vais courir par exemple, je suis assez focus dans mes entraînements, mais c'est quelque chose que je prends conscience, c'est-à-dire apprécier plus ce qui m'entoure quand je vais courir en montagne en fait. Même en entraînement? Dans la course on peut comprendre que tu sois focus, mais même à l'entraînement c'est difficile pour toi? Ouais, en entraînement, c'est difficile parce que je pense vraiment entraînement et j'arrive pas à prendre assez de recul pour me dire waouh, c'est magnifique où tu es. Je le fais de plus en plus parce que je vais courir dans des endroits que je connais pas. Donc j'essaye de regarder autour de moi et en fait ce que j'aime pas c'est d'arrêter ma montre. Je déteste m'arrêter. Donc ceux qui courent avec moi, je ne m'arrête jamais. Qu'est-ce que tu as aimé du biathlon? Est-ce que tu t'es pas posé la question parce que c'est ce que tu expliquais un peu pour marcher dans les traces de ta sœur? Ou, qu'est-ce que tu as trouvé chouette? Est-ce que le fait qu'il y ait deux disciplines, ça crée un peu de variété? Est-ce que tu trouvais ça ludique, physique? Enfin, qu'est-ce que toi tu venais chercher dans ce sport-là? Alors oui, je suivais les traces de ma sœur, mais c'est vrai que le biathlon, le fait qu'il y ait ces deux disciplines, donc du ski de fond et du tir, j'adorais tirer à la carabine en fait. Je trouvais ça hyper ludique de faire tomber les palettes. Ça demande beaucoup de concentration aussi quand on tire. L'odeur de la balle aussi, du tir, je trouvais ça hyper... C'est des petits trucs, mais qui me passionnaient. Et puis c'est un effort, c'est quand même un sport qui est pas dur, mais je veux dire, on arrive hyper essoufflé après un tour et hop, faut se mettre dans sa bulle et puis essayer de faire baisser ses 5 palettes. Donc ouais, c'était hyper challengeant, on va dire. Et ouais, ça m'a toujours passionné, surtout de regarder les Coupes du Monde à la télé. Ouais, j'avais envie de percer, on va dire, dans le biathlon. T'as identifié très tôt un potentiel que tu avais là pour le biathlon et pour le pratiquer à haut niveau? Alors, potentiel, oui, j'étais vraiment bien accompagnée par mon entraîneur dans mon ski club et puis après j'ai intégré le comité, donc ça m'a tout de suite motivée, je savais ce que je voulais faire, donc c'est-à-dire du haut niveau. Mon entourage pas me poussait, mais m'encourageait à faire cette discipline à haut niveau. Et après, par la suite, j'ai jamais fait de course internationale, donc c'est là où j'ai un petit regret, on va dire. Et là, tes ambitions de haut niveau, l'idée, c'était quoi? C'était de te pousser le plus loin dans tes retranchements? C'était te prouver des choses? C'était quoi l'idée derrière cette idée de haut niveau qui te donnait envie? En tout cas, c'était un rêve de gosse? C'était aller chercher une sélection en équipe nationale? Qu'est-ce qui t'habitait? Ce qui me motivait le plus, c'était d'aller chercher une place en équipe de France avec les meilleurs athlètes. Donc c'est ça qui me motivait à faire de belles courses, aller m'entraîner tous les jours. Ouais, c'est ça. T'as arrêté le biathlon en 2017, si je me trompe pas. Est-ce que ça a été un déchirement? Est-ce que ça a été un choix raisonné? Ça a été un petit déchirement. Après, c'était vraiment une décision de ma part. C'était mon choix. C'était vraiment une année compliquée où j'ai perdu du poids. J'avançais plus du tout sur les skis. Je tirais très mal. Et après chaque course, je finissais en pleurant. Et je me suis dit, à quoi bon continuer un sport où en fait, je suis sans cesse déçue. Ouais, je prenais plus de plaisir. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'arrêter. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Je regrette pas toutes ces années que j'ai faites au sein du comité. J'ai vécu de super belles expériences, mais c'est vrai que ça a été très dur comme dernière année. J'en ai pas forcément un bon souvenir du coup de cette année, mais c'est
c'est un plus, on va dire, dans ma valise d'expérience, d'erreurs, on va dire, que j'ai faites. Et ton plaisir là dans le biathlon et ta réalisation, elle passait par la performance. En fait, c'est les résultats qui faisaient que tu t'accomplissais. Si tu avais ce que tu décris là, en tout cas, c'est quand les résultats ont un peu moins suivi, ça a finalement un peu désamorcé ton plaisir. Ouais, c'est surtout ça. C'est que il y avait plus plaisir de courir en fait. Je me focalise aussi beaucoup sur la place, sur la performance, et en fait, ça m'a bouffé. Je savais que j'étais plus dans le coup pour intégrer l'équipe de France. Je savais que c'était foutu et j'ai pas persévéré. J'aurais pu refaire des années de biathlon. C'était mon choix et j'avais pas la foi de continuer dans ce milieu-là et je voulais voir autre chose. Lucille, ce podcast ne s'appelle pas Biathlon épique, il s'appelle Course épique. Donc tu vas venir avec mes gros sabots. À quel moment la course à pied, et puis peut-être plus particulièrement le trail, elle a trouvé une place un peu plus prépondérante? J'imagine que tu devais aussi pratiquer des activités physiques à côté, connexes aux épreuves pures de biathlon. À quel moment tu as un peu plus embrassé la discipline et eu envie d'y consacrer plus de temps, plus d'énergie? Je rebondis sur ma dernière année de biathlon. Mes entraînements, je faisais beaucoup de courses à pied. Je me faisais un peu taper sur les doigts par mon entraîneur parce qu'il n'y avait pas assez de spécifique. Donc le ski roue, je n'aimais pas trop ça. Et je faisais beaucoup de courses à pied. Donc c'est déjà une passion qui est née quand j'étais, on va dire, au collège. Les crosses, j'adorais ça. Et cette année où je mets de côté le biathlon, je me suis dit, pourquoi pas faire les activités que je veux. Donc j'ai commencé à faire des trails par chez moi dans les Vosges. Ça marchait plutôt bien, je me prenais pas la tête. Et t'étais en quête de performance déjà un peu? Alors quand je vais sur une compétition, j'ai envie de bien faire et je pense au résultat. Donc performance, oui et non, c'était plus dans la découverte d'un nouveau sport. Et bien sûr, si je pouvais gagner, j'allais chercher la gagne. Il y avait de l'exigence en tout cas. Déjà. Il y avait de l'exigence, exactement. Une année après, c'est là où le team Matrix, à l'époque, m'a démarché. J'étais très enthousiaste de me faire approcher par un team. C'était inattendu? C'était carrément inattendu, oui. J'ai beaucoup réfléchi. Je m'étais dit, je me laisse 2 semaines et puis je vous tiens au courant. Hein. Et je me suis dit, allez, tentons, je perds rien. Si je dis non, je vais le regretter. Et aujourd'hui, je l'aurais fortement regretté parce que j'ai vu l'évolution du team et tout ce qu'il a pu m'apporter, c'est juste magnifique. Comment est-ce qu'ils t'ont identifié? T'as une idée? Il y a une course en particulier sur laquelle tu t'es signalé? Alors j'avais fait quelques courses, dont un 30 km dans les Vosges, qui s'appelle les Crêtes Vosgiennes, derrière Clermont-Mougelles et Saraveuil. Et puis, je sais plus pourquoi, j'avais décidé de faire le Tour des Fises, le 15 km. Et j'étais partie des Vosges toute seule. Je m'étais fait 5 heures de route. J'étais arrivée le soir et j'avais fait le 15 km le lendemain, donc vraiment toute seule. Et j'avais fait une belle course. Et c'est aussi là qu'ils m'avaient repéré. Ils avaient vu le résultat. Et je me dis, ça se trouve, si j'étais pas allée faire ce trail, ils m'auraient peut-être pas remarqué. Donc je pense que c'est par rapport à ces résultats-là qu'ils m'ont démarché ensuite. Avant de revenir à ton lien avec le team, pour toi te qualifier en termes de coureuse, est-ce que tu dirais que tu fonctionnes beaucoup à l'instinct, ou est-ce que tu es une coureuse qui est plutôt très rationnelle, très carrée, analytique? Comment est-ce que tu te cataloguerais, définirais en tout cas? Je suis plutôt quelqu'un qui va suivre plus ou moins à la lettre le programme d'entraînement. Non, j'ai tendance à un peu dépasser parfois les séances, le temps. Si j'ai 1 heure, je vais faire un peu plus. Mais maintenant, j'ai appris que valait mieux faire les choses bien, enfin faire un peu moins par exemple, mais bien. Mais je suis quand même carré et j'ai besoin d'un programme, sinon je m'éparpille. Je dis pas que je suis perfectionniste. Flexiblo-perfectionniste, ouais. Un peu flex. Ouais, un peu flex, mais j'ai besoin d'un cadre pour pas faire n'importe quoi, un peu comme les enfants, quoi. J'ai besoin d'être suivi. Un peu cadré. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de jeu, un peu de souplesse dans le cadre, mais qu'il y ait quand même des bords sur les côtés. Ouais, je pense exactement, c'est la bonne définition. Et en course, est-ce que tu arrives à garder la tête froide dans la quasi-totalité des circonstances, ou tu peux te laisser un peu prendre par tes émotions? Alors là tu as touché le point faible. C'est toute ma difficulté en course. Enfin, j'ai parfois du mal à gérer mes émotions. Je le travaille beaucoup avec ma préparatrice mentale. Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès par rapport aux premières années où j'ai débuté le trail. Donc je suis contente du travail qu'on a fait et qu'on fait encore. S'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, je peux être un peu perturbée et puis prise par ces pensées négatives. Donc c'est un peu un combat contre t'as déjà fait sortir de courses très concrètement? Ah oui, carrément. Plein de courses Vraiment, desquelles t'es passé? J'ai loupé des courses à cause de ça parce que je me focalisais sur d'autres choses au lieu d'être focalisée sur moi-même, sur le moment présent, sur ma foulée. En fait, j'étais focus sur je me sens pas bien, ou alors je commençais à regarder les autres filles et ça m'a bouffé sur quelques courses, ouais. Tu as parlé donc de ta rencontre avec le team qui a été hyper structurante dans ta vie.
T'avais quoi, toi, à ce moment-là, comme attente? C'était inattendu qu'ils viennent à toi, mais toi, qu'est-ce que tu pouvais imaginer qu'un team t'apporte en disant oui, t'avais envie de trouver quoi? Justement, un peu de structure, là, ce que tu évoquais juste avant, et puis une construction de carrière, en tout cas, de projet? Alors, au début, je pensais pas honnêtement à construire quelque chose pour une carrière. Je pensais plus à avoir une structure, avoir un groupe avec qui aller courir. Et je pensais aussi à cette progression que je pouvais avoir en étant dans un team. Il y a aussi le staff, tout ce qui nous apporte, c'est-à-dire il y a le kiné, il y a les médecins, aussi les partenaires équipementiers. Tout ça, en fait, au début, je suis arrivée un peu la fleur au fusil parce que toute la première année, tout s'est super bien passé parce que je débarquais, on me connaissait pas et c'était trop chouette. Ce qu'on entend là, c'est que c'est un projet d'équipe, un projet collectif. Ça, c'est aussi quelque chose qui est, je pense, très important dans ta pratique, en tout cas de ce qu'on peut ressentir de l'énergie qu'il y a autour du team aujourd'hui. C'est quand même une pratique extrêmement collective. Quoi. Vous le vivez ensemble. Toi, c'est fondamental pour toi d'avoir cette dimension-là, ou est-ce que tu peux avoir aussi ce côté-là, besoin d'être seul, faire ta route, être plus individualiste? Je pense que oui, j'ai besoin de moments où tu es seul avec toi-même, on va dire. Mais en fait, le team, ça fait 6 ans que j'y suis et on a créé des liens. Et maintenant, je pense que j'ai besoin de ça pour avancer sans oublier ma performance aussi individuelle. Mais c'est sûr qu'ensemble, on progresse tous ensemble, on évolue. Là, on l'a vu sur 5 ans, le team a bien évolué et c'est trop chouette. Mais ouais, je pense que j'ai besoin d'avoir cette structure-là pour plein de choses. Les déplacements, on les fait ensemble. Enfin, on crée vraiment des moments, on vit des moments forts tous ensemble. Cette arrivée au sein du team, là, ça a peut-être fait découvrir aussi quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas d'avoir des attentes. Je ne sais pas si tu ressentais une forme de pression, en tout cas à ce moment-là, mais d'un seul coup, ça peut induire ça quand même, d'avoir finalement un peu des comptes à rendre, ou en tout cas des performances à réaliser. Est-ce que tu étais consciente de ça, et puis est-ce que ça pouvait être un peu préoccupant pour toi, ou tu étais totalement prête à accepter ce jeu-là? La première année, comme je te l'ai dit, tout se passait bien. C'était cool, hein, ça marchait bien. Je ne mettais pas non plus trop de pression par rapport au biathlon. C'est aussi ça, en fait, je pense qu'en arrivant du biathlon, j'étais un peu décomplexée. Le milieu, je trouvais ça assez ouvert. Les gens étaient ouverts, bonne ambiance, très populaire. Tout ça me plaisait. Et ça sortait vraiment du cadre fédéral du biathlon. Donc, première année, c'était top. Et l'année d'après, je pense que j'ai ressenti de la pression. Mais bien sûr, on a envie de bien faire. On a envie de faire plaisir peut-être avant soi au team et aux partenaires. Donc oui, on ressent une certaine pression autour de nous. Donc après, c'est à nous de la gérer. La façon dont vous opérez, c'est anticiper des projets à long terme, en fait, d'avoir plusieurs niveaux de lecture sur les objectifs, raisonner sur la saison, en tout cas la prochaine course, puis ensuite sur la saison d'après, et puis ensuite avoir un horizon plus lointain. C'est comme ça que vous opérez aujourd'hui? Alors oui, le but, c'est de se projeter là sur déjà planifier un calendrier pour la saison prochaine. Et après, l'objectif, c'est de réaliser, on va dire, un plan de carrière pour les futures années, pour savoir avoir une ligne directive de où est-ce que l'on va. Donc c'est bien d'avoir une trame et une ligne directive, de savoir, ok, bon là, dans quelques années, je veux me perfectionner sur des formats plus courts. Et puis sur le long terme, je veux me découvrir sur un format beaucoup plus long et aller sur l'ultra. Question pas facile, la Lucille Germain en 2026, elle est où? Elle fait quoi? Elle a accompli quoi? Alors, en 2026, j'aurai 27 ans. Je commencerai à aller sur des formats plus longs. Jusqu'à maintenant, je pense que je prends le temps d'y aller petit à petit. Et ça me donne pas forcément envie d'aller sur un plus de 100 bornes. Et je pense que c'est bien. Parce que plus je suis patiente et plus je vais apprécier de découvrir ces formats-là. Et c'est assez excitant de savoir que j'ai encore plein de choses à découvrir. Donc c'est un peu le sens de la course dont on va parler aujourd'hui, qui était un peu exploratoire, ce format 80 km, qui était une nouveauté pour toi. On va y revenir tout à l'heure. Là, sur la planification donc des rendez-vous sur une année type, je ne sais pas à quel point tu peux dévoiler ton année prochaine, mais tu fixes 2-3 objectifs clés, et puis ensuite tu construis autour pour te mener au pic à ces moments-là? Alors c'est exactement ça, je vais me fixer 2 voire 3 objectifs maximum, en essayant c'est même pas en essayant, il faut que je sois prête pour ces 2 à 3 objectifs.
dans le but de faire une performance. Donc, ce qui est pas facile, parce que jusqu'à maintenant, il y a tellement de courses, donc il faut bien planifier son calendrier. Et autour de ces objectifs-là, oui, je vais prévoir des courses de préparation, puis des blocs, des gros blocs d'entraînement, et puis des stages avec le team, et puis en perso aussi. C'est quoi ton principal moteur aujourd'hui là? Qu'est-ce qui te pousse sur une ligne de départ? Je pense que c'est vivre une aventure, vivre plein de moments, qui soient bons, qui soient mauvais, durs, ces moments d'inconfort aussi. Ouais, je dirais que c'est vivre une aventure. Ta course, tu la considères réussie quand il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois satisfaite? Ça passe forcément par un résultat ou pas? Alors maintenant, j'essaye de pas penser au résultat en premier et de regarder le résultat à la fin. Mais au début, je regarde si j'ai tout donné. Donc tout donner, c'est quoi? Ça veut dire si mon plan, ma gestion de course, elle est réussite. Si mon plan de nutrition, je l'ai respecté. Et si je passe la ligne d'arrivée en me disant que j'ai tout donné et que je pouvais pas faire plus et que je fais, imaginons, 4e ou 5e, eh ben, ça veut dire que celles qui seront devant, elles auront été meilleures que moi aujourd'hui. Donc j'estime que si je donne tout, pour moi ma course elle est réussite. Si tu dois faire un autodiagnostic de aujourd'hui là où tu en es en termes des qualités que tu as pu développer, les chantiers encore que tu vois sur lesquels tu as envie de travailler, ce serait quoi? Donc je veux bien que tu répondes à la fois sur la sphère physique et puis aussi l'aspect mental qui est évidemment crucial aussi. Alors aujourd'hui, mes qualités physiques, on va dire, c'est que j'ai pris beaucoup de force dans les jambes, dans les cuisses, notamment grâce à la muscu. Donc ça, j'en suis assez contente. Après, je sais qu'il me manque pas mal de vitesse sur des parties plates, vallonnées. Donc ça, c'est quelque chose que tu travailles moins aujourd'hui? C'est quelque chose que je travaille moins parce que je fais beaucoup de ski l'hiver et je garde 1 ou 2 footings par semaine. Mais ça, c'est des choses que je vais mettre en place dans les années à venir pour être plus à l'aise sur des parties plates et plus avoir de doutes, prendre plus de plaisir sur des parties où je suis moins forte. Et après, mentalement, j'ai passé un cap dans la gestion du stress. Mais il y a encore d'autres paramètres comme vivre un peu le moment présent, être plus focalisé sur moi que sur les autres. Mentalement, il y a encore vraiment du boulot et c'est chouette de se dire qu'il y a des axes de progression. Là, pour parler un peu plus de la gestion un peu de tes semaines et de ton agenda, est-ce que là, l'hiver prochain, par exemple, tu vas enseigner, tu donnais des cours de ski nordique et de biathlon, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est encore prévu? Est-ce qu'il y a cette logique un peu de double projet qui va continuer à exister pour toi? C'est vrai que c'est toujours dur de travailler et de s'entraîner. Je l'ai fortement appris l'année dernière avec mon master et que j'ai fait en alternance dans une entreprise chez Fisher. J'ai fait une saison pas catastrophique, mais très moyenne, due à ce double projet. Donc cette année, j'ai décidé de travailler uniquement au ski club à Bezel. Donc c'est 2 jours par semaine. Et l'ESF, je vais mettre ça de côté au moins pour l'année prochaine. C'était un choix qui est assez dur parce que pour moi, ça fait du bien de voir autre chose. L'ESF, j'adore enseigner, j'adore rencontrer du monde. Mais voilà, c'est un choix que je prends pour mieux m'entraîner et pour mettre, on va dire... Donner plus de chance, en tout cas pour consacrer plus de temps à ta carrière sportive. Ouais, c'est ça, c'est me donner plus de chance, faire plus d'heures l'hiver. Et puis, tu vois, comme je l'ai dit, essayer de faire des séances de piste, de route pour m'améliorer sur le plat. Merci beaucoup, Lucille. On va passer à notre questionnaire de Proust. J'ai 4 questions hautement philosophiques à te poser. Ça va te surprendre. J'ai peur. La personne vivante que tu admires le plus? Alors, je dirais Emily Forsberg. J'aurais aimé sortir du cadre du trail, mais j'avoue que Emily, j'ai eu la chance d'être au départ de certaines courses à côté d'elle. Et je suis toujours impressionnée. Je sais pas pourquoi. Je l'admire beaucoup. C'est pas parce que c'est la femme de Kylian. C'est que elle a quand même un super beau palmarès. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle continue de s'entraîner. Elle performe. Ouais, voilà, la forme. Et surtout, je la trouve naturelle, simple, et elle transmet beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et c'est une personne que j'admire beaucoup. Très bien. L'émotion la plus difficile à gérer pour toi? À la directe, je dis l'anxiété. Okay. Parce qu'elle est... Tu donnes pas cette image-là? Non, en fait, je l'associe beaucoup au stress. Je suis quelqu'un qui est assez stressé. Non, je regarde tes ongles en même temps, j'essaie de voir si tu te ronges les ongles. Ouais. Non, je me ronge beaucoup les ongles. Tu vois, je trouve qu'elle est dure à gérer parce que pour moi, l'anxiété, donc liée au stress,
avant les courses ou même dans la vie, quand c'est des situations où t'es pas à l'aise ou que t'as peur, j'ai mal au ventre, je me ronge les ongles et je trouve que c'est dur à contrôler ces symptômes-là. Donc pour moi, je dirais l'anxiété, ouais. T'as rongé combien d'ongles avant cet enregistrement? Les 10 doigts de ma main. Tu pouvais changer une chose chez toi? Alors là, ça rentre, c'est un peu plus intime, hein, non? Tes ongles? Non, mes pieds. Ah ouais, c'est vrai. Non, mes pieds, c'est toujours été un complexe. Ok. Et, mais il y a très peu de pieds qui sont beaux. Hein. Oui, c'est vrai que c'est encore plus dans le trail. Je pense qu'avec les ongles noirs et les ongles perdus. Non, c'est mes pieds. Ouais, si je peux faire quelques petites tailles en dessous, ça serait top. Ah ouais. Là, tu fais du... Ça, c'est ça hors. se dit pas, ça non, se dit pas. ok, bip, c'est pas dans le questionnaire de Proust. Bip, bip. Envoyez aux suggestions. Bonis, une chose qu'on ne sait pas de toi, un petit secret, une passion inavouée, une anecdote. Une petite anecdote, on va dire, c'était en 2019, les championnats du monde en Argentine, c'était ma première sélection en équipe de France de trail. Et je suis honorée de dire que j'ai couru avec Laura Dahlmeier. Donc à défaut de l'avoir vue en Coupe du Monde et de l'avoir admirée, elle est quand même double championne olympique en biathlon. J'ai couru à ses côtés et je l'ai même battue. Donc c'est une petite anecdote, mais franchement, sympa, ça compte. Allez. Pas mal. Donc t'étais très jeune quand même. Ouais, j'avais... Petite vingtaine quoi, il y a 4 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Donc c'était ma premier championnat du monde, première section et premier 42 aussi kilomètres. Bravo. Voilà. C'en est fini pour ce questionnaire de Proust, Lucille. Je vais parler de la course qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc c'est le Grand Trail des Templiers. Le Festival des Templiers, donc de manière plus globale, il est étonnamment né, je pense que tu le sais, dans le Colorado. En août 89, c'est Gilles Bertrand et Odile Baudrier, leur créateur, qui assistait alors en tant que journaliste à une course qui s'appelle Leadville, qui est une épreuve précurseuse, je ne sais pas si on dit ça, aux États-Unis, qui propose 100 miles de course à travers les grands espaces du Colorado. Et c'est dans l'avion retour qu'ils ont eu tous les deux l'idée de proposer une épreuve similaire dans le sud d'Aveyron, là où ils vivaient. Quelques années plus tard, la course des Templiers a été lancée et par la même occasion, le premier véritable trail en France. Le Festival des Templiers qui se tient depuis chaque année au mois d'octobre à Millau réunit en général 13 000 coureurs de 45 nationalités différentes qui prennent le départ des 12 courses qui sont proposées, donc de la course adaptée qui fait de 1,5 km à 3 km, aux courses enfants en passant par la Templière qui fait 7 km 2 jusqu'à des formats beaucoup plus longs et notamment l'Endurance Trail 104 km. Pour parler de la course qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le Grand Trail des Templiers est long de 80 km pour quasiment 3500 mètres de dénivelé positif. Et c'est l'épreuve dite traîne du festival. Et elle se court traditionnellement le dimanche. Donc elle clôture ces grandes journées de réjouissance autour du trail running. Elle comporte des sections exigeantes, notamment des montées raides, des falaises, des monotraces, des descentes techniques. Cependant, la beauté des paysages et des villages pittoresques et l'ambiance du festival des Templiers font de cette course une expérience inoubliable. En tout cas, moi perso, c'est un festival que j'aime beaucoup. Et je pense que toi aussi, pour t'avoir déjà tendu le micro là-bas l'année dernière, je pense que tu l'aimes bien. C'est un événement que j'apprécie beaucoup parce qu'il propose plusieurs courses pour tous les profils. Et le cadre est idéal pour courir. Les sentiers sont magnifiques. Ça change de ça change, c'est ce que j'allais dire. Donc les coureurs, dont toi, traversent des endroits emblématiques et préservés tels que le Causse Noir avec ses allées bordées de buis centenaires et la ferme du CAD. La descente technique du CAF et la montée sur le nez rocheux de la Puncho ajoutent encore à la difficulté de la course, mais le final se fait tout en beauté avec une descente jusqu'à l'arrivée marquée par l'Arche du Bonheur et aussi de la délivrance. Le palmarès de la course est assez évocateur. Chez les femmes, la Française Karine Eric qui l'a emporté 9 fois. Nouria Picasse, dont on se parlait tout à l'heure en off, 3 fois. Rooscroft 2 fois. Maud Gobert 2 fois. Camille Brouillard l'année dernière. Et chez les garçons, John Albom, Jim Wamsley. Des Français qui brillent aussi. Thomas Laure-Blanchet qui l'a emporté 4 fois. Seb Speller 2 fois. Benoît Cory lui aussi 2 fois. Donc voilà, des très jolis noms. Ce serait pas mal d'avoir un Lucille Germain au milieu de tous ces noms-là dans quelques années. Ce serait vraiment beau. C'est jouable. Bon, ça va être un joli petit morceau en tout cas pour toi, ce grand trail que tu veux me raconter aujourd'hui. J'ai pas fini de te torturer, Lucille, parce que là maintenant c'est la question qui pique. Aïe aïe aïe. Ouais. T'es prête? Ouais. Bon, j'imagine que tu as profité du paysage, mais je sais pas si tu as eu le temps de profiter des spécialités locales, notamment au ravito du CAD. C'est le Roquefort qui fait la fierté de la région. Tu le sais, ça, j'imagine. D'après la légende, le Roquefort, je fais un petit peu d'historique sur le Roquefort, c'est important. Il serait né des trépidations amoureuses d'un jeune berger qui, parti à la recherche de sa bien-aimée, aurait oublié son morceau de fromage de brebis ainsi que sa tranche de pain dans la grotte du Combalou. À son retour, bien que le fromage fût recouvert de moisissures, il le goûta. Et puis il a aimé. Ce fromage est mentionné expressément pour la première fois au 9e siècle, ce qui en fait un symbole, pardon, c'est pas le 9e, c'est le 11e siècle, ce qui en fait un symbole historique de la région des Causses et de la vallée d'Aveyron. Parce que X et 1, ça fait 11, c'est 1 et X qui fait 9 en chiffre romain. J'ai mis un chiffre romain sur mes petites notes. J'ai donc 3 questions pour toi,
Sur le Roquefort. Ok. Ouais, c'est la question super. qui pique, elle a jamais aussi bien porté son nom. On est sur le Question fromage. qui pue aussi peut-être. Ouais. Le Roquefort est le plus vieux fromage de France. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est un vrai faux pour toi aujourd'hui là. Une chance sur deux. Je dirais faux. Eh ben c'est vrai. Ah. Le Roquefort est souvent considéré comme le plus vieux fromage de France, datant d'au moins 1000 ans. Ok. On retombe sur notre 11e siècle. Le Roquefort peut être fabriqué ailleurs qu'en France. Faux. Oui, c'est faux. Selon la réglementation de l'AOC, le Roquefort ne peut être produit que dans la région de Roquefort-sur-Soulzon en France. Voilà. Mhm. Et la dernière, la plus difficile, je pense. Le coureur britannique Tom Evans, vainqueur de la Western cette année et 3e de l'UTMB 2022, tire son prénom du fromage du même nom, qui vient de Savoie ou des Pyrénées. Tom. La Tom. Ah, je dois dire là où ça va ou là? Non, tu dois me dire si il tire son prénom du fromage, du nom du fromage. Faux. Bah oui, Ouais, complètement quand faux. même. Tu m'as dit la plus dure. Aucun Ouais. rapport. Non, Je non, me c'était suis mis juste... une pression. Non, hein. non, c'était juste pour faire une Ouais. petite vanne un peu foireuse. Tu me connais. Écoute, 1 sur 3, les mentales a flanché un petit peu là sur cette question qui pique. Tu n'as pas été aussi brillante Non. que tu... Je suis un peu nulle sur ce genre de questions. Ouais, c'est pas évident, j'avoue. Ouais. C'est totalement hors contexte. Mais c'est important, voilà, il y a l'ancrage local, c'est important de J'avoue. valoriser aussi les spécialités. Et moi, je suis content de la retrouver au CAD. En général, ces tartines de Roquefort. Moi, j'ai le temps de m'arrêter en tout cas pour savourer. Toi, je pense que tu es plus en mode express. Je voudrais qu'on revienne sur tes souvenirs des Templiers. Donc, c'était l'année dernière, ta première dans le cadre de la Buffy 50. Quel souvenir, toi, t'en gardes aujourd'hui de cette découverte des Templiers et puis de cette course aussi qui était une espèce de retour en grâce aussi après des mois un peu compliqués? Ah, justement, le mot, c'est le retour. C'est retour à délivrance après des mois de galère et une saison moyenne. Donc, refaire cette course dans un cadre que je connaissais pas, un format que j'apprécie, puisque c'était 48 km. Non, c'était pur plaisir. Pour développer peut-être un petit peu sur la période de laquelle tu sortais, et puis dis-nous ce que tu veux bien nous dire de ce moment-là, de ce passage-là, mais c'était des résultats qui n'étaient pas nécessairement à la pleine hauteur de tes attentes, et t'as fallu un petit peu de temps pour réussir un peu à poser une explication sur ce qui était en train de se passer physiquement pour toi. Ouais, en fait, l'année dernière, c'était après Sierzinal, j'avais enchaîné la Norvège et Sierzinal au mois d'août. Après Sierzinal, pendant la course, en fait, j'étais bridée complètement, j'avais l'impression d'être à fond. J'étais à fond, mais j'étais bridée. Je pouvais pas passer à 5e, vraiment, j'étais... On s'est dit, bon, il y a un souci, il y a des facteurs qui ont fait que j'étais en déficit énergétique. Donc, j'ai fait appel à... Enfin, le team m'a conseillé d'aller voir un diététicien. Donc, il travaille avec nous dans le team. Maintenant, c'est Jocelyn, que Notre tu connais. popote et que Voilà. nos auditeurs connaissent aussi. Que tout le monde connaît. Prochain épisode bientôt, parce que je sais que nos auditeurs aiment beaucoup ce format-là. Donc, J'ai hâte. Jocelyn et Baptiste, avant la fin de l'année, on a un épisode qui est prévu tous les 3. Et il nous régale, hein, il nous régale. Oui, dans tous les sens du terme. Donc, Jocelyn, il a mis un peu le doigt sur le problème. Exactement, et il m'a super bien aidé à, comment dire... Jocelyn m'a aidé à passer cette période, et donc il m'a fait un plan de nutrition pour justement en fait augmenter mes calories sur la journée. Donc il a fait ça bien, il m'a pas dit double ton assiette de pâtes le midi, et enfin mange-temps, c'était vraiment d'ajouter des petites collations dans la journée pour augmenter le nombre de calories. Donc je trouvais ça hyper intelligent. Donc c'était la période très compliquée. Après j'ai repris tout. C'est toi qui avais, enfin c'était lié au mental beaucoup, parce que t'avais moins envie ou tu mangeais pas suffisamment c'est ton cerveau qui t'envoyait ce message-là? Ouais, en fait, je mangeais pas bien. Et oui, c'est sûr que les salades, ça n'apporte pas d'énergie, surtout après des heures d'entraînement. Ça s'est enclenché l'année dernière quand j'étais en colocation. Tu rentres du boulot, il est tard, j'avais pas forcément envie de me faire à manger. Un peu la flemme. Donc, erreur d'un sportif, parce que, en plus, normalement, quand t'as la flemme, tu te fais un bon plat de pâtes avec de la sauce tomate. Non, moi, c'était des petites salades. Maintenant, c'est des erreurs, je sais qu'il faut pas que je les refasse parce que ça coûte cher derrière. Et pour mon corps, en fait, c'était assez malsain. Je donnais pas assez par rapport à ce que lui il faisait. Est-ce que tu as eu peut-être, si tu te sens à l'aise d'en parler, des symptômes, ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient servir éventuellement à nos auditeurs qui pourraient être confrontés à la même chose? Est-ce qu'il y a des signaux auxquels il faut être vigilant et qui peuvent signifier qu'il y a ce type de problème? Nous, les femmes, on a la chance d'avoir nos règles, et les cycles menstruels, c'est ce qui a pointé du doigt le problème, en fait. J'avais pas eu mes règles depuis plus de 8 ou 9 mois. Donc là, on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc qui cloche dans mon corps. Et Simon, mon entraîneur, ne voulait plus, pas que je reprenne les entraînements du temps que j'ai pas mes règles. Donc on a entendu quelques semaines. C'est pas revenu tout de suite, donc il a bien quand même fallu que je reprenne les entraînements, mais à basse intensité. Et c'est revenu petit à petit quand j'ai bien suivi le plan de Jocelyn. Donc comme quoi, en fait, la nutrition, elle a beaucoup joué sur ça. Il y a aussi le repos qui a fait que j'ai su retrouver un équilibre, on va dire.
voilà, c'était cette période compliquée. Il a fallu combien de temps là pour que tu remettes un peu tout à niveau? On l'a détecté en mois d'août et je suis revenue bien en octobre. Donc ça fait 3 bons mois, on va dire, pour retrouver la forme. Ça, tu le sentais avant même d'avoir des résultats qui étaient la preuve que tu étais revenu en forme? Est-ce que toi, tu sentais dans des bonnes dispositions physiques et que tu reprenais les poils de la bête? C'était dur mentalement de me dire, ok, il faut que je mange plus, alors que je m'entraînais pas forcément plus. Parce que, bah oui, j'avais peur de grossir, j'avais pas envie de prendre du poids. Donc au final, ça s'est super bien passé. J'ai pas pris de poids, je me suis même affûtée au final. Donc comme quoi, le corps est bien fait. Et après, j'ai repris l'entraînement petit à petit, tout à l'envie. Et j'avais vraiment les crocs et le couteau entre les dents pour revenir et faire des courses. Et sur la Above 50, ça s'est bien vu. Je sentais que j'étais en forme, j'avais pas de pression parce que c'était aussi la dernière de la saison. J'avais envie de retrouver mon niveau et ouais, ça a bien marché. Donc ensuite, la place à l'année 2023. Est-ce que tu peux nous parler du premier semestre, donc entre janvier et puis juin? On va revenir un peu plus tard sur ce qui s'est passé au mois de juillet, mais un premier semestre qui est, je pense notamment à l'équipe de France, qui a été quand même un des gros marqueurs, un des gros faits saillants de ce début d'année pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu retiens, toi? Il n'y a pas eu que ça, il y a eu le KV du Marathon du Mont Blanc, il y a eu la Cité de Pierre où tu as cherché une sélection. Voilà, quel bilan t'as tiré de ce premier semestre? Est-ce que tu as pu surfer un peu sur ta vague positive de la fin d'année 2022? Alors c'est vrai que ce début d'année 2023, c'était beaucoup d'émotions. Ça a commencé par la Cité de Pierre. Je venais pour chercher une qualif pour les championnats du monde en Autriche, donc qui me donnait vraiment envie et c'était en ligne de mire. Donc rien n'était fait pour les championnats de France. Je suis arrivée bien en forme, j'avais fait un bel hiver sur les skis, comme quoi je travaillais plus, j'étais plus en études. Donc j'ai eu le temps de faire beaucoup de volume à ski, surtout en ski de rando tout en gardant des footings à côté et en faisant des séances en course à pied. Donc voilà, qualif aux France. Incroyable, franchement, j'ai vécu... Inattendu? Ouais, pour moi, c'était inattendu. Je visais aller top 5, top 10 parce qu'il y avait une énorme densité et c'est trop génial d'avoir une densité pareille. Donc c'est ultra motivant. Puis le parcours était ouf. Franchement, je me suis régalée. Je pensais que ça allait vraiment être plat, vallonné. En fait, c'était ultra exigeant. Joueurs, beaucoup de singles, très peu de pistes, tout ce que j'aimais. Donc super course, franchement incroyable. Enfin même au niveau de la gestion du stress mentalement, je pense que c'est une des rares courses où j'ai eu le smile. Bon au début, à la fin, je suis arrivée dans un sale état, mais au début ouais, j'étais contente d'être là. Et surtout, c'est une des courses où la veille, j'ai jamais ressenti autant de bouillonnement en moi. J'avais envie d'y aller, en fait. Mais vraiment, j'avais le feu en moi. J'arrivais pas à dormir parce que je voulais y aller, en fait. J'avais des fourmis. J'étais, mais je veux partir, quoi. Donc, ça me l'a pas trop refait, tu vois, sur les autres courses. Donc, ça, c'est un souvenir. Ouais, j'espère que ça me reviendra. Mais voilà, après, j'ai eu des petites courses de préparation en vue du second objectif qui était les mondiaux. Parcours montagneux, pareil, tout ce que j'aime, technique, du single en montagne. L'Autriche, c'est chouette, hein, c'est des paysages qui ressemblent un peu à chez nous. Et après, là, c'est en toute humilité, ma course, j'en suis pas hyper satisfaite parce que je visais un top 10 pour être honnête. Et pareil, je me suis trop focalisée sur un objectif de résultat. Donc, je fais 15e en individuel. Et après, voilà, ce qui m'a vraiment boosté, c'était la médaille par équipe. On avait une super équipe. Franchement, le stage qu'on a fait en équipe de France en mai, juste avant, c'était... on est toutes jeunes, on se tirait vraiment sur les séances. Ouais, on s'aidait vraiment. Et je me suis dit, mais là, les filles, on était toutes motivées à aller chercher la médaille. Donc, on a vécu une incroyable expérience, beaucoup de belles émotions. Et le contre-coup quand on est rentré, après, c'était limite pas une dépression, hein, mais tout retombait, la fatigue, les émotions, et c'était même dur, c'était... Le vide, un peu, en tout cas. Ouais, vraiment, quand on passe le contre-coup, c'est ça. Il y a ensuite un fait marquant qui a un peu venu bousculer ta saison, parce qu'il y avait en ligne de mire une OCC à l'UTMB en août. Mais avant ça, il y a eu une Sky Race en fait en Autriche le 22 juillet. Et là, c'est le drame. C'est le drame. C'est le drame, ma cheville. Ouais, j'ai détruit ma cheville. 7 km avant l'arrivée. J'ai voulu me retourner pour voir Hilary Jardy que je venais de passer. Et je tourne la tête et à ce moment-là, je trébuche dans un pierrier, dans un plat montant. C'est triste.
Et On attendait mieux de toi quand même, un peu de flamboyance quand C'est même. vrai. Hein, dans une descente hyper technique, non, quelque chose. ouais, même pas. Même C'était pas. un peu technique quand même, Ok. mais c'était plat montant. Franchement, là, c'est moyen. Donc, non, manque de lucidité. Je hurle. Je pense qu'elle m'a entendu, Larry. Et là, je sais que je me la suis quand même bien tordue. Donc, je me dis, de toute façon, t'es troisième, t'as pas le choix, faut que t'ailles chercher cette troisième place. Serre les dents, et puis ça ira. Et là, franchement, je pense qu'en termes de dépassement, de douleur, je suis allée assez loin. Parce que j'ai passé la ligne d'arrivée. C'était vraiment... Enfin, déjà, la descente c'était glissant, c'était technique. Je me suis dit, mais là, tu retombes, ta cheville, tu vas arriver, elle va être... Enfin, elle va pendre, en fait. Et non, tout s'est bien passé. J'étais hyper concentrée. Focus sur là où je mettais les pieds, sur les cailloux glissants. Et là, je vois la ligne d'arrivée. C'était une délivrance, un soulagement. Et j'avais qu'une seule envie, c'était d'enlever ma chaussure. Et là, je sentais que j'étais pas à la limite du malaise, mais j'avais un peu la tête qui tournait. C'était les émotions, c'était ce choc-là, la cheville qui a tourné. Et puis, voilà, après, je pensais que c'était une petite entorse et qu'en 3-4 jours, c'était fini. Donc, Simon m'avait mis des séances de force à vélo 5 jours après, tout allait bien, quoi. Mais non, je suis allée direction médecin du sport et puis IRM, radio. Et là c'était vraiment le drame avec ligament lésé. Et puis le pire, c'était la fracture du cinquième méta. C'est la première fois que tu étais confronté à une telle blessure, en tout cas de cette gravité, entre guillemets. Ouais, j'ai déjà eu des petits soucis, mais de là à être arrêté plusieurs mois sans courir, c'était la première fois. Le deuil le plus dur à faire à ce moment-là, c'est quoi? C'est l'OCC? Alors l'OCC, oui, mais quelques semaines après, parce que je sais pas pourquoi, j'étais super optimiste. Je me suis dit, ça va faire, hein, je vais courir, je vais faire de la réduc, je vais aller voir le kiné, et puis voilà. Tu voyais sur la ligne de départ? Je me voyais sur la ligne et j'avais envie, je faisais tout pour que ça aille mieux, je mettais de l'argile, enfin vraiment toutes les remèdes de grand-mère. Ouais, j'optimisais tout en termes même de nutrition, hein, de sommeil, pour que ça aille plus vite. Et le moment où tu as su que ça serait pas possible, c'était, j'imagine, très compliqué? Ça a été assez compliqué, ouais, c'était le coup de massue sur la tête parce que l'année dernière, j'ai abandonné cette course et j'avais une revanche à prendre. C'est une belle course. Et de pas y aller cette année, pour moi, c'était un deuxième échec. Tu l'as su combien de temps avant? Ouais, je l'ai su, honnêtement, je l'ai su 3 semaines, Début ouais. août, quoi. En vrai, peut-être 2 semaines après la blessure. Et là, est-ce que c'est possible malgré tout de trouver du plaisir à aller sur la semaine UTMB, d'aller encourager les copains, de vivre au milieu de tout ça, ou est-ce que c'est quand même la frustration qui domine? Alors la frustration, elle domine, un petit fond de tristesse aussi, de voir les copains courir, ouais, c'était vraiment, moi je pouvais pas courir encore à cette période-là, j'avais ma chevillère et puis ça, en fait, ça me fendait le cœur. Je sais que ça reste que du sport, mais en fait moi c'était me priver d'une belle course et ça me rendait mal d'être là, mais je l'ai fait, hein, et je l'assume. Je fais pas mon Calimero, hein, sinon j'y serais pas allée. Et j'y allais du coup dans le but de profiter à fond cette semaine, d'aller voir les partenaires, d'échanger, de passer du bon temps. Et c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, j'ai réussi à passer au-dessus. Après, je dis pas que le jour de l'OCC, ça a été facile. J'ai rajouté que tu as fait un peu la fête aussi. Comment tu sais? Ouais, il faut bien décompresser. Ouais. C'est quoi les leviers psychologiques sur lesquels tu as pu t'appuyer pour gérer au mieux cette période-là qui n'a pas dû être simple? Tu parlais de Anne tout à l'heure. Ta prep mentale, est-ce qu'elle a un rôle particulièrement essentiel dans des moments comme ça? Qu'est-ce qui a pu, toi, t'aider à tenir le choc autant que possible? Alors oui, Anne, j'ai fait une séance avec elle pour justement, tu vois, parler de tout ça, essayer de trouver des projets à côté. Elle m'a fait aussi prendre du recul sur la blessure et me trouver des occupations autres que le sport. Et c'est vrai que là, j'ai pris conscience de l'importance qu'il y avait d'avoir un projet à côté du trail. Et je me suis dit, il y a un jour, j'ai pris mon petit livre, parce que j'ai un petit livre où je note mes courses. Il y a une petite clé ou pas? Ah non, pardon. Non, il n'y a pas, c'est pas un journal intime, mais ça pourrait. Mais je note tout, j'adore écrire mes comptes rendus et tout ça. Je trouve que d'année en année, je reprends mes anciens carnets et je dis, ah ouais, là, j'avais fait une super course, qu'est-ce qui a marché? Enfin bref, voilà. Et j'ai noté un peu mes compétences, ce qui me plaisait, et essayer de trouver des projets pour, en fait, qu'est-ce que j'allais faire à l'avenir, qu'est-ce que je ferais après le trail. Et là, j'ai eu un coup de massue en mode qu'est-ce que je vais faire, quoi, qu'est-ce que je vais faire après le trail. Et franchement, c'était pas simple, hein. Je me suis dit, mais tes études, est-ce qu'elles vont te servir?
Et en fait, je fais un brainstorming en mode, bah voilà, j'adore les chambres d'hôtes, j'aimerais bien travailler dans un refuge une certaine période. Enfin, en fait, je me suis un peu redécouvert en mode, bon, bah ok, il n'y a pas que le trail, tu as d'autres occupations. Voilà, j'ai aussi appris à partager du temps plus avec mes amis, ma famille. Bon, qui était loin, mais je suis rentrée dans les Vosges, ça m'a fait un bien fou. Faire des coloriages, parce que ça te concentre vraiment sur ton dessin et pas sur autre chose. Tu débordais ou pas? Un petit peu. Parce que la mine, elle était pas bien taillée, c'est pour ça. La tentation, j'imagine, c'est de reprendre très vite, alors que peut-être tout n'est pas complètement aligné, que le timing n'est pas forcément idéal. Est-ce que tu as réussi à contenir cette envie-là, ou est-ce que tu as été un peu déraisonnable? Alors, c'est pas que j'ai été déraisonnable, mais j'ai repris au bout d'une semaine. J'ai fait une semaine de repos total parce que ça me tapait quand même bien dans la cheville, j'avais assez mal. Mais une semaine après, j'ai même fait du home trainer avec ma botte là, qui tient chaud. Ouais, on a pu la voir en photo sur Instagram. Effectivement, Voilà. une botte assez massive. En tout cas, à sa période de l'année, elle est pas très agréable, j'imagine. Elle doit donner chaud en plein été là. Mais en fait, t'as pas le choix parce que le pied doit pas poser par terre. Donc j'ai fait une séance ou deux comme ça avec la botte. Moi, je me disais bon, y a pas de risque. Mais voilà, j'ai repris tout de suite le vélo et bon, j'avoue, je pensais que j'allais apprécier le vélo de route encore plus que maintenant. Mais au final, non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait quand même des belles longues, des 140 km que j'aurais jamais pensé faire un jour. Donc voilà, c'est mon regret d'avoir repris trop tôt, je l'avoue, parce qu'au bout d'un mois, j'en avais marre du vélo, j'en pouvais plus. Et je me dis, bon, en fait, t'as repris un peu trop vite, t'aurais dû prendre le temps de te poser. Surtout que là, c'était peut-être le signe que mon corps avait besoin de se reposer. Et je l'ai pas assez écouté. Est-ce que le projet de Templier, il était déjà présent à ton esprit, ou est-ce que c'est les circonstances qui a fait que tu as prévu de le mettre à l'agenda? Je pense que tu avais une autre course qui était prévue début octobre, idéalement, l'Ultra Pyrénéo. À quel moment tu t'es dit que les Templiers étaient l'option à considérer et potentiellement ton objectif de fin de saison, dans le meilleur des mondes? Alors, c'était mois d'août, avant l'UTMB. Parce que j'avais besoin de me refixer un objectif. C'est dur de s'entraîner sans objectif derrière. Moi, c'est ce qui me pousse à aller m'entraîner chaque jour. Donc on s'est dit, bon bah, l'Ultra Pyrénées, c'est mort. Et pourtant, j'avais de l'espoir. Mais bon, aller sur un 100 km avec très peu de séances, c'était juste faire n'importe quoi et aller... à la blessure, honnêtement, j'étais pas encore rétablie. Donc les Templiers, j'y étais l'année dernière. On s'est rencontrés là-bas et on me dit bon pourquoi pas, c'est la course phare, c'est un bel événement, bonne organisation, et tentons. Honnêtement, je me suis pas pressée, j'ai pris le temps de me rééduquer, je faisais 2 séances de kiné par semaine. Tous les jours, je faisais mes exos de proprioception à la maison. Encore une fois, je faisais tout, même l'alimentation. Je mangeais beaucoup de petits suisses, du fromage pour le calcium, pour réparer cet os. Pas de Roquefort? Pas de Roquefort, non, je sais pas, c'est pas mon truc. Mais je faisais tout et j'optimisais tout. Vraiment. Et je crois que je suis fière de le dire, mais je suis assez contente de moi parce que j'ai bien réussi Disciplinée. Disciplinée. Et j'ai géré cette période, en fait. Au lieu de pleurer un peu sur mon sort, non, je me suis donné un coup de pied aux fesses et maintenant, c'est toi qui as les rênes et puis en avant, quoi. Tu avais émis le souhait, en tout cas la volonté quand on s'était vu l'année dernière au mois d'octobre, au Templier, de faire du plus long sur l'année 2023, donc c'était chose faite, en tout cas c'était l'objectif. C'était donc une étape naturelle pour toi d'aller plus loin et d'aller chercher un format 80 km et te tester sur une distance que tu connais pas? Ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est se tester et se découvrir sur un format de 80 km. Donc c'est quand même, pour moi là, c'était 9 heures d'effort, 9h18 précisément. mais c'est vrai que c'est autre chose, c'est un voyage. Ça me fait penser à Baptiste Chassagne qui disait ça pour ses ultras, notamment l'UTMB. Et son premier ultra, c'est je le prends comme un voyage. Et j'avais exactement cette même vision. Je pars pour 5h15 du matin, c'est encore un peu un peu encore endormi. Non, même pas, en plus j'avais super envie de partir. Et ouais, tu te dis en 9 heures, il y a le temps de se passer tellement de choses, des hauts, des bas, une explosion, des jambes de feu, tu passes par tellement de phases. C'était un voyage en première ou en deuxième classe? Sans trop spoiler. Un peu les deux. Un peu les deux. Alterné. Quelle prépa était possible à mettre en place en aussi peu de temps? Et puis le corollaire à cette question, c'est quel niveau de confiance ça veut dire qu'on a en soi quand on a une préparation qui est tronquée? Est-ce qu'on peut arriver décemment sur ligne de départ en ayant le sentiment d'avoir un peu toutes les cartes en main et la certitude en tout cas d'avoir fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien? La préparation, elle a été
courte puisque j'ai repris la course à pied le 10 septembre. Et encore, hein, c'est pas faire 1 heure de footing, c'était des 1 minute marche, 1 minute footing. Donc c'était assez long. J'ai fait ça sur 2 semaines. Patience, c'était le maître mot de cette période. Il fallait pas que j'accélère le processus. C'était m'écouter. Si j'avais telle douleur, ok, je m'arrêtais là. Et ça, je l'avais pas fait depuis longtemps, de m'écouter autant. Je pense que j'avais tellement peur on m'avait beaucoup prévenu sur la fracture de fatigue. Et j'avais pas envie de me rajouter 3 semaines. Honnêtement, 2 mois, c'était déjà super long. Et 3 semaines, 6 semaines, je pouvais pas. Enfin, donc, arriver au Templier, pour moi, déjà, sans bobo. C'était l'objectif principal. Après, 1 semaine, 2 semaines avant, j'étais pas 100% confiante. J'avais encore des doutes sur mon état de forme, sur est-ce que ma cheville, elle va tenir. C'était des petits doutes qui étaient dans ma tête. Tu es arrivé sur place 1 semaine avant. Est-ce que l'idée, c'était de faire ces recos aussi pour se donner un peu de la confiance sur un certain nombre de paramètres que là, tu pouvais peut-être un peu plus maîtriser en tout cas et d'aller approprier le parcours finalement pour laisser en tout cas le moins d'inconnu possible sur cette partie-là et cet aspect-là de la course? Ouais, carrément. On est venu 1 semaine avant avec Clovis et Thomas et Léo. On a reconnu on faisait par tranche de 20 km à peu près, et de connaître le parcours, de repérer en tout cas, ça te donne une indication sur quoi tu auras à faire. C'est vrai que ça me donnait un peu plus de confiance. J'appréhendais beaucoup la piste, les grandes parties de piste, donc c'est ce qu'on a eu de nuit. Au final, ça passe plus vite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de parties joueuses, du single, et ça m'a beaucoup rassurée, ouais. L'objectif là, c'est un temps. C'est les 9 heures dont tu nous as parlé juste avant. C'est pas une place, donc de ce qu'on a pu comprendre aujourd'hui dans la façon dont toi tu planifies tes courses et ambitionnes un résultat. C'est vraiment le chrono. Ouais, maintenant, c'est comme tu le dis, c'est plus une place, c'est se battre contre soi-même et contre le temps. Donc là, c'était moins de 9 heures. Je trouvais ça assez ambitieux. Voilà, c'est un format que je connaissais pas, donc c'est dur d'estimer un temps. Mais voilà, c'était moins de 9 heures et là, j'ai mis 9h18. Il me reste en tête, 9h18. Ouais, mais c'est quand même très bien. Tu avais une stratégie de course assez précise en tête. À quel point tu l'avais détaillée, formalisée, ou est-ce que là, c'était juste prendre la course sur ce qu'elle est, comme une course de reprise et puis en plus une expérience sur ce format-là? Alors là, oui, c'est une course de reprise, mais j'avais besoin d'un plan de course. C'est-à-dire que jusqu'à 35 km, donc premier ravito, j'étais en gestion, gérais mon truc, être souriante, bien manger aussi. C'était hyper important. Et en fait, le but, c'était de mettre en route à partir des 50 km, donc à la roque. C'était vraiment commencer à appuyer. Sauf que... On aura l'occasion d'en parler peut-être si tu veux, ouais, pour pas tout à fait spoiler à ce stade. On va vivre la course là maintenant avec toi, puisqu'on est le 22 octobre, qu'il est 5h15, là le réveil a sonné. T'as pas eu besoin de réveil puisque t'as pas du tout dormi, ou en tout cas très peu. Il y a une émotion qui est particulière là sur la ligne de départ au moment de renouer avec la course. Tu te sens comment? Alors j'avais La fébrilité beaucoup? J'avais les frissons et j'étais assez un peu sensible. Enfin, tu sais, c'est émotif quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est émotif parce que il y a les musiques en plus améno là qui te ça marche à tous les coups. Qui te dressent les poils là. Et tu sais, tu regardes tout ce monde là et bon, après là c'était assez différent cette année puisqu'il y a eu une femme qui est décédée sur la course. Ouais. Donc il y a eu un très beau poème qu'a lu Gilles Bertrand, c'est voilà. Ça. Et honnêtement, ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Honnêtement, j'étais très très émotive. Une maman de 37 ans, je crois, qui a fait un arrêt cardiaque sur exactement. la course. Donc c'est là où en fait on dédramatise vachement et on se dit ok, je suis là pour une course et c'est du sport. Et... ça remet les idées en place. Ouais, exactement. Dur de transitionner là-dessus, ouais, effectivement. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut pas... Déjà, on veut pas entendre transitionner parce que ça n'existe pas, mais on veut surtout pas voir sur des courses des choses qui se passent. Exactement. Voilà, on n'est pas sur les sentiers, on souhaite jamais que ça se produise. Pour rentrer dans ta course, donc un peu plus spécifiquement, Lucie, tes 20 premiers kilomètres de course, on se fait un gros paquet là sur tes 20 premiers kilomètres. Est-ce que tu peux nous raconter comment ils se sont passés? Alors, 20 premiers kilomètres, donc gestion de ma course. J'avais pas mis mon cardio, j'avais prévu de le mettre, mais je me suis dit, bon, te fixe pas te mets pas de pression, tu commences à connaître tes sensations, tes allures. Donc, ok, au feeling. Et je sais pas, je courais avec un mec qui avait, je sais pas, on parlait un peu. Donc, c'était bien, ça me montrait que moi, j'étais dans mes allures, j'étais pas trop vite.
Et donc, du coup, il me disait qu'il envisageait de faire moins de 9 heures. Je me dis, bon, bah, nickel, si on fait la course ensemble, je ferai peut-être moins de 9 heures et lui aussi. Donc voilà, et après, en fait, j'ai eu des petits soucis au ventre. Je sais pas, j'étais un peu brassée, il faisait froid. Donc, j'ai dû faire un petit stop dans la forêt. Donc voilà, c'est... Allez, c'est un petit souvenir. Voilà, je décomplexe, hein, je dramatise le truc. Ça fait partie des courses. Ça fait partie du truc. Et ce qui est marrant en plus, parce que je voyais des gens rentrer de la forêt, sortir. Bon, je pense qu'il y en a eu pas mal qui ont eu des petits soucis. Mais bon, voilà, c'était important, il fallait que je m'arrête parce que sinon, c'était long après et je pouvais pas. Donc, 20 premiers kilomètres. Et ensuite, aux environs du kilomètre 30, là, la sensation pas forcément très favorable, c'est ça? Tu commences à te dire que c'est pas forcément une bonne journée? Ouais, je me dis que j'ai pas des superbes jambes. Après, c'est bizarre parce que vu qu'on est en gestion au début, j'étais un peu perdue aussi. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même réussi à manger, ce qui est pas mon cas d'habitude. Donc, je me dis, bon, au moins, t'exploseras pas, t'auras bien mangé et ça ira. Mais c'était plus, au niveau des jambes, au niveau mentalement, j'étais pas, je sais pas, c'était un peu bizarre. Je retrouve du coup l'assistance, kilomètre 35. Premier ravito. Saint-André-de-Vésine. J'avais 2 copains, enfin 2 amis et Alex Viol qui était là pour le ravitaillement. C'est ça. Et je leur dis que je suis pas super bien. Donc ça les met un peu en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis non, c'est bon, j'arrive à manger. Donc je m'étais fait mes petites crêpes. On va entendre parler beaucoup de crêpes là, je pense, dans la suite de la course. Non, là, j'en ai pas trop mangé. Et voilà, je prends mes 2 flasques. Au final, c'est un ravito assez express et je repars. Tu demandes les positions ou tu t'intéresses pas à ça à ce moment-là? Honnêtement, je m'intéresse pas. Et en fait, ce qui m'a aussi mis un peu mal, malgré le fait que je me sois détachée du résultat, c'est que je voyais pas de filles. Je savais que devant, elles étaient tout de suite parties et je les voyais pas. Donc, j'essaie de pas trop y penser et plutôt de penser à mon parcours. Et je me fixais des objectifs de ok, bah là, va jusqu'au ravito kilomètre 35. Tu vas voir Alex, les copains, ça va être cool. Et après, voilà, je faisais petit à petit. Ok, maintenant tu vas jusqu'à la barrière. Enfin, je m'étais fixé dans mon plan de course quelques points. Tu repars ensuite donc avec pour destination le kilomètre 55, mais là il y a des sensations pas terribles et puis des questionnements, voire des idées d'abandon qui commencent à poindre dans ton esprit. Alors, kilomètre 35 jusqu'au kilomètre 55, c'est un gros chemin de croix. Passage à vide, ouais, chemin de croix. Très compliqué, je suis focalisée sur mes jambes. Honnêtement, j'ai entre kilomètre 35 et kilomètre 40, il y a eu un changement. J'ai l'impression que j'ai les jambes super lourdes, j'arrivais pas plus à courir, donc vraiment bizarre. Donc forcément ma tête focalisée sur je suis pas bien. J'ai pas réussi à détourner mon cerveau sur autre chose, donc c'est-à-dire sur des éléments extérieurs. Donc voilà, j'arrive à la Roque, je pensais voir Alex accroché, le dossard à ce moment-là, c'est ça. C'est au kilomètre 45 après. Et je vois personne. Donc je me dis bon bah t'as pas le choix que d'aller kilomètre 55. Mais honnêtement, c'est dur parce que pendant 20 bornes, j'avais envie d'abandonner quoi. Et c'est dur C'est parce que c'est pas tenable ou c'est parce que t'es déçu de ce que tu peux livrer? Qu'est-ce qui C'est pas déçu, c'est que tu sais pas pourquoi t'es là? Ouais, exactement. Je me dis mais en fait, je me remettais en question en mode mais en fait, c'était trop ambitieux cet objectif. Je suis pas prête. Mon corps, il est pas prêt à courir autant de temps et autant de distance. Je m'en voulais en fait de m'être inscrite. Et après, bon, bah voilà, kilomètre 55, en fait, c'est la bascule. Donc, kilomètre 55, c'est le ravito numéro 2 à la Salvage. Qu'est-ce qui va contribuer à te relancer? Il y a un peu des crêpes, mais pas que, j'imagine. Et surtout l'entourage. Surtout l'entourage. J'ai complètement changé de mood à ce moment-là. Donc, Tiffany, une amie qui était là, elle me dit mais t'es super bien là, tu cours encore et tout. Et je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma tête en mode mais attends, mais en fait, ton cerveau, il fantasme des choses qui n'existent pas. Ouais. Exactement. Et tu vois, je me dis, c'est là à quel point le cerveau, il est super fort et il contrôle tellement de choses. Donc, tu vois, inconsciemment aussi, je suis arrivée au ravito, j'ai arrêté ma montre. J'ai arrêté ma montre comme un entraînement. Et c'est là où, du coup, à l'arrivée, j'ai vu que j'avais passé 5 minutes au ravito de la Salvage. Donc, j'ai mangé des crêpes, ça m'a fait trop du bien. J'ai pris 2 fraises tagada dans ma poche pour me requinquer pour le plaisir. Et en fait, je repars en feu. L'effet escompté s'est produit à ce moment-là et c'est bon, on réussit à te relancer pour la suite là. Je pense que l'entourage, j'ai remarqué que sur du long, j'ai vraiment besoin de ça, en tout cas mentalement, pour me remotiver, pour me booster. Ça me fait vraiment du bien et j'ai besoin d'entendre les bons mots pour continuer d'avancer en fait. Je dis pas que je dépends d'eux,
mais j'ai besoin de cette force-là. Ça contribue aussi. Ouais. Ça fait pas tout, mais ça contribue largement. Ça contribue beaucoup. Ou en tout cas, ça peut retourner une situation, ce qui a été le cas ici. Carrément. Là, je suis arrivée en mode zombie. J'ai envie d'arrêter. Et je me souviens encore ce qu'Alex m'a dit. C'est qu'il m'a dit mais là, on est au Templier, en fait. Donc, tu vas finir la course, sinon tu vas le regretter, en fait. Et je les remercie aujourd'hui. Ensuite, tu continues donc tes petits bonhommes de chemin. Tu fais une super descente jusqu'à Masbio, qui est aux alentours du kilomètre 70. Après, en montée, tu es aussi pleine d'engagement, en tout cas pleine de volonté. Tu es très offensive. Tout s'est réaligné comme avant, presque. Ouais, carrément, je fais... Comme au meilleur de ta forme, en tout cas. Ouais. D'avant-blessure. Je fais une super descente jusqu'à Masbio. À Masbio, j'en vois du monde, il y a une bonne ambiance. Et là, du coup, je savais qu'il y avait une grande montée avant le CAD. Le CAD, j'allais voir mon assistance, et qu'après il y avait la Puncho et la super descente, donc le parcours je le connaissais, et en fait ça me manquait ces montées, parce que jusqu'à Masbio ça court beaucoup, c'est ultra exigeant, et Masbio je savais que je pouvais marcher, faire des grands pas, compter un peu sur ma force musculaire que j'avais travaillé avant les Templiers avec les séances de musculation. Donc j'ai pris un énorme plaisir dans ces bosses-là. Je reprenais du monde, j'ai repris 2-3 filles qui m'avaient doublé, donc j'étais contente. Et j'arrivais même à relancer, donc je me suis dit ouais, c'est incroyable comment le corps peut changer d'état d'un moment à l'autre, d'une heure à l'autre, comme ça peut changer. Donc tu te dis c'est jamais fini en fait, tout peut changer. Et ensuite le ravito du CAD au kilomètre 72, donc là l'option c'est de faire ça en mode express, donc pas le temps pour les tartines de Roquefort, là on te dit plutôt de déguerpir assez vite, c'est ça? Ouais, là exactement, j'arrive, là c'était Thomas qui avait repris le relais, et vu que j'avais doublé les deux filles, je lui dis ravito express, et je voulais vraiment pas perdre de temps, donc il m'a un peu calmé en mode attends, tu vas reprendre tes flasques, tu vas manger un bout, et là tu pourras y aller. Donc ça m'a aussi calmé, mais j'étais trop... je bouillonnais à l'idée de repartir. Ce qui est bon signe. Ouais, ce qui est bon signe. Et puis de m'attaquer à la Puncho. Cette partie-là, on l'avait faite à la Buffy 50, sans la montée finale de la Puncho, donc je la connaissais. Et j'avais envie d'être à l'attaque et de finir au mieux cette course qui avait plutôt mal commencé. Donc là, tu croques à pleines dents la Puncho. Quand tu arrives en haut, il y a encore Thomas. Ouais, il y a Thomas. Là-haut, dernier boost de motivation. Là, il vient te chercher un peu sur une position, là, pour le coup. Pour le coup, ouais, il me dit qu'il y a 3 minutes devant, il y a une fille, et qu'il faut que je fasse une grosse descente. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis, s'il me dit ça, c'est qu'à mon avis, je suis peut-être 11e. Et je descends fort, tout en restant focalisé sur mes pas, parce que c'était hyper boueux, c'était assez glissant. Je me disais, bon, c'est pas le moment. En fait, je me voyais déjà à la ligne d'arrivée. Je me dis, non. Attends, reconnecte-toi là au moment présent. T'es dans une descente. Fais attention à ta cheville et tac. Donc, hyper focus. Et en fait, je fais une super descente. Et je revois Thomas et mes proches qui étaient au ravitaillement. Au moment où je traverse la route, il restait un bout de descente pour aller à la ligne d'arrivée. Et là, il me dit, elle est à 20 secondes. Faut que tu donnes tout. Donc là, moi, dans mon cerveau, je me suis dit, mais là, c'est la fin. Faut que tu donnes, mais tout ce que t'as, tout tes tripes là. Et je la dépasse franchement à une allure. Vraiment, j'allais assez vite en toute humilité. Et du coup, je la dépasse. Et là, je me retourne pas. Je me dis, bon, là, t'as qu'un truc à faire, c'est d'aller le plus vite possible à la ligne d'arrivée. J'avais pas regardé mon chrono et je voulais pas voir le temps parce que ça m'intéressait plus. Et là, je retrouve tout le monde. Je passe cette ligne d'arrivée. Qui a eu une saveur un peu particulière. J'étais très émotive. J'ai lâché ma petite larme, encore une fois. Mais moi, c'était quelque chose de très fort parce que c'était 1 mois de préparation pour cette course. Et c'est de dire que je l'ai fait, que j'ai osé le défi de finir. Et surtout, là, avec un top 10, je sais que mon temps n'est pas incroyable et que devant, ça a couru tellement vite. Mais voilà, c'était plus une satisfaction personnelle de m'être prouvé que c'était possible de le faire et puis surtout de boucler ces 80 km. Pour parler un petit peu des résultats, donc toi tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu as fini en 9h18, à cette 10e place. C'est Julie Roux qui l'a emporté en 7h58 devant Adeline Martin et Gemma Arenas Alcazar en 8h22. Et chez les hommes, c'est John Albon, Francesco Pupi et Ben Diman qui sont tous les 3 sur le podium dans cet ordre-là. Première fois qu'il y a un podium sans Français, je crois, sur ce grand trail cette année-là. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile, là, si on revient sur cette première expérience de 80 km? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi, tu penses, à gérer? C'était cette période où j'ai pas été bien. Je me suis rendu compte que sur une distance longue comme celle-ci,
on passe par différents moments, bien ou moins bien. Je m'en veux un peu de ne pas avoir réussi à gérer, d'avoir mal géré cette phase-là, parce que on a beaucoup travaillé avec Anne, tout ce qui est détourner le cerveau quand ça va pas, ou quand t'as pas les bonnes jambes, et je l'ai pas fait, et je le regrette, parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais, c'est vraiment le regret. Après, la nutrition, je suis assez contente. Je pense que j'ai bien mangé par rapport à d'autres cours sur des formats plus courts où c'est assez dur. Après, là, c'est pas la même allure, donc c'est plus facile à manger. Ouais, je dirais que c'est ça mentalement où j'ai pas été forte. Qu'est-ce que tu tires aussi? Il y a des enseignements et plein de raisons d'être aussi très positif sur cette expérience. Qu'est-ce que tu remets là? Tu en parlais de ton petit bagage là, en début d'épisode. Qu'est-ce que tu as rajouté là-dedans avec ce 80 km dans les apprentissages et des choses qui peuvent te servir pour la suite, hormis là, ce que tu viens d'évoquer sur cette gestion et sur les points d'optimisation que tu vois à ça, dans les satisfactions, dans ce que tu as réussi aussi à te prouver de positif? Bah, ce qui est positif, c'est que j'ai su rebondir au kilomètre 55, et ça c'est bien, parce qu'honnêtement, j'aurais pu décrocher mon dossard, et non, j'y persévérais jusqu'au bout. C'est pour ça que je le disais, je remercie tellement mes proches et Alex de m'avoir poussé jusqu'au bout, parce que sans eux, aujourd'hui, j'aurais vraiment des gros regrets, et je m'en serais voulu. Donc je suis contente de ça, d'avoir su rebondir, et je me suis prouvé que j'étais capable que je tenais cette distance, que je l'avais dans les jambes, que musculairement j'étais impressionnée comment j'ai tenu, parce que les derniers kilomètres, j'aurais pu refaire encore quelques kilomètres, peut-être plus de 80, je les avais dans les jambes, et c'est trop cool de se dire en un mois que j'ai cette distance-là dans les jambes. C'est cool, quoi. Si je fais une meilleure prépa, je pourrais améliorer déjà mon temps, ça c'est sûr. Cette course-là, elle valide aussi un peu ton protocole de reprise et ta gestion de la blessure. Ça, c'est aussi une récompense en quelque sorte de la patience dont tu as fait preuve, et puis de l'abnégation et de serrer les dents. Sur le terrain, ça a payé, même si tu avais des attentes un petit peu supérieures en termes de temps, mais tout ça valide que finalement tu as fait les choses dans l'ordre et comme il fallait. Ouais, carrément. C'était quand je disais que je m'alignais sur le 80 km des Templiers, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient ah ouais, tu vas courir les Templiers et tout, mais c'est pas trop tôt. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de doutes, et j'ai su bien faire les choses, mais encore une fois, j'ai été bien accompagnée avec Simon, avec Anne, avec Thomas. Ils m'ont suivi et très bien accompagnée. J'ai jamais été toute seule pendant cette blessure, et ça c'est important, hein. Quand t'es tout seul pour gérer ça, c'est là où tu peux rechuter, reprendre trop vite. Je suis pas déprimée, parce qu'il y a encore une fois, il y a des choses qui sont plus graves. Des accidents, là j'étais arrêtée que de 3 mois. Mais ouais, c'est sûr que c'est hyper satisfaisant de se dire que les choses ont été bien faites et qu'elle a tenu. J'ai pas eu de douleur, et c'est ultra positif. Donc on va te revoir sur des formats comme ça. Alors peut-être l'année prochaine. En tout cas des 80, ouais. Ouais, sur un format, je pense 70-80 km, j'ai vraiment envie de retenter l'expérience en utilisant ces erreurs-là que j'ai faites, et en utilisant ces points positifs pour m'améliorer. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs là, qui voudraient entreprendre le projet de s'aligner sur cette course, c'est quoi ce qu'il faut bien s'attacher à faire pour espérer réussir sur ce grand trail? Alors sur ce grand trail, je pense qu'il faut faire pas mal de séances qui sont vallonnées, et faire peut-être un cycle de plat, donc des séances à plat, parce que c'est très roulant, c'est très exigeant, et puis les bosses, elles sont raides mais courtes. Ouais, je dirais faire beaucoup de séances à plat, vallonnées, et puis s'entraîner à manger pendant les séances, ça c'est ultra important. Je l'ai fait du coup pour préparer Templier. Et en fait, on s'entraîne physiquement pour les courses, mais en fait, il faut aussi entraîner son ventre enfin, c'est comme l'entraînement, en fait, l'alimentation. Si tu le fais pas, t'arriveras pas à manger en course. Quelle est l'image que tu retiens aujourd'hui de cette course, s'il y en avait qu'une? Quel moment? Honnêtement, dans ma tête, j'ai l'image de la Salvage, où d'un côté, c'est un peu noir et blanc, quoi. C'est le moment où j'arrive en mode zombie, et puis je repars en mode reboosté, en feu. Donc pour moi, c'est cette image-là. Ouais. Merci beaucoup, Lucille, d'avoir partagé avec nous ce grand trail. Avant qu'on se quitte, j'ai encore 2-3 questions pour toi. Quand je t'avais posé la question l'année dernière sur tes rêves de 2023, tu avais entouré en vert le projet de l'équipe de France. De quoi sera faite ton année 2024, tes envies? Alors 2024... je me suis déjà fixé 2 objectifs. Je sais pas encore si j'irai au championnat de France. C'est une décision que je vais prendre là, parce que le calendrier n'est pas encore fixé.
Mais mes 2 objectifs seront le marathon du Mont Blanc et puis l'OCC. Hein. Il faut que je la finisse. Et... Jamais 2. Jamais 203. Non, me souhaite pas ça. Mais... Ah non, oui, non. Ouais. Jamais 203. Jamais 1 101. Ouais, voilà, on va dire ça. ça. Tu vas y arriver, que ça va bien se passer. Ouais, tu vas être sur non. le départ, la ligne départ et la ligne d'arrivée. C'est ça. J'y serai aussi, j'espère, normalement. Super. Ouais. On se verra. Souhaitons-le. Ouais, j'espère que tu es prête à m'attendre. Je t'attendrai à l'arrivée. Est-ce qu'il y a une course dont tu rêves, pas forcément là tout de suite demain, à court terme, ou pas forcément dans une logique de performance absolue, mais il y a une course qui te fait rêver? Alors, c'est vrai que... Un accomplissement de vie, peut-être? Un accomplissement, ça serait de gagner une course. J'avoue, je sais pas encore laquelle. Enfin, une belle classique, ce serait vraiment génial, mais aujourd'hui, j'ai pas encore gagné de course. Sympa pour la Bofi 50. Ah non, mais Non, mais je veux dire de classique avec une grosse densité, et ça, ce serait un énorme accomplissement. C'est ce qui manque, franchement. Est-ce que tu rêves des courses américaines? Est-ce que tu rêves d'une diag ou de choses comme ça? Est-ce que c'est le genre de jeu? Alors, pas c'est forcément dans un... en dépit de peut-être Ouais. des considérations d'objectifs et autres, mais d'une façon un peu irrationnelle, une course vraiment qui te fascine? Plus tard, je pense que j'adorerais aller à la hard rock. Même si les dossards sont assez limités, en tout cas, c'est une course qui me donne assez envie, même si je pense qu'elle est bien exigeante par l'altitude et puis la distance et puis la technicité. Puis découvrir un peu les courses américaines, ça c'est autre chose. J'aimerais te suivre. Allez. Ouais, franchement, il faut pas me chauffer trop longtemps. Ouais. Lucille, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nos éditeurs? Alors, c'est un peu ma devise qu'on a inventée, on va dire, avec ma prep mentale. Mais en tout cas, moi, je l'utilise beaucoup en course. C'est fais ce que tu sais faire. Voilà. C'est propre. Nickel. Il y a aussi, ça aurait pu être suis le petit kangourou qui saute devant toi sur le plat. Je suis tombé là-dessus en réécoutant l'épisode de l'année dernière. Un kangourou imaginaire aussi sur les passages de plat, c'est ça? C'est vrai. Tu l'as vu encore là, le kangourou ou pas? Il est au placard? Il est un peu au placard là. J'avoue que ces derniers temps, je ne l'ai pas trop utilisé, mais peut-être qu'il reviendra, peut-être avec un petit ou je sais pas, un deuxième kangourou. À voir, affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup Lucille, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous tes premiers pas sur ce format 80 km et sur cette mythique course qui est le Grand Trail des Templiers. J'étais ravi de partager avec toi cette grande première sur ce format, mais aussi de revenir sur la gestion de ta blessure qui est une période forcément délicate dans le parcours d'athlète, qu'on soit un athlète de haut niveau ou un athlète amateur, c'est des périodes qui sont compliquées à vivre. Donc merci des enseignements que tu as pu partager avec nous sur cette période-là de ta vie. Je me réjouis en tout cas de te voir sur pied de si belle manière et puis j'ai déjà hâte de te voir à nouveau à l'œuvre sur les sentiers ou derrière ce micro. Merci à toi Guillaume pour ce super échange. C'était un super moment. Merci Lucille. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.